Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour la présentation de mes travaux de thèse qui portent sur la bioinspiration et l'enveloppe du bâtiment et la proposition d'une méthode de conception et son application expérimentale. Ces travaux s'inscrivent dans un sujet contemporain, qui est l'urgence climatique, et donc la nécessaire amélioration de la filière du bâtiment. L'observation de systèmes biologiques pour résoudre des problématiques humaines émerge aujourd'hui progressivement comme une discipline qu'on appelle la bioinspiration. Face aux pressions, aux contraintes de son environnement, le vivant s'est développé via des mécanismes de sélection et il est aujourd'hui une réserve de solutions exemplaires. Par exemple, il fabrique par de la chimie douce, il est multifonctionnel, il utilise des ressources locales, non fossiles, recyclables, autant de principes qu'on souhaiterait pouvoir appliquer au bâtiment. Son enveloppe, élément de base de la performance du bâtiment, elle se décline aujourd'hui selon une très grande diversité, de par leurs matériaux, leurs revêtements, leur forme ou même leurs composantes dynamiques, voire évolutives. Et elle se démarque alors comme un terrain d'application qui est particulièrement pertinent pour l'inspiration du vivant. De cela émerge la question suivante. Comment s'inspirer du vivant, de ses principes, de son adaptabilité face à des sollicitations externes et internes, qui sont analogues à celles du bâtiment, pour proposer des enveloppes performantes, économes en ressources et durables. Et ce questionnement, il est à la source de ces travaux. Donc, ma thèse est une thèse CIFRE qui fait appel à un groupement de compétences, Nobatec INEF4, qui est l'Institut pour la transition énergétique et environnementale dans la filière du bâtiment, et dont la mission est le co-développement de solutions et produits innovants. L'I2M, qui est le Centre de recherche en mécanique et ingénierie, et qui m'a fortement appuyé sur le développement de méthodologies et d'expérimentation. Et enfin, le MECADEV, qui est un laboratoire d'écologie et qui couvre une grande diversité de systèmes vivants, sur des sujets comme les approches fonctionnelles des mécanismes adaptatifs, ou encore leurs limites face aux changements environnementaux, changements naturels ou anthropiques. Leur implication dans ces travaux de thèse, elle a été cruciale afin d'assurer leur transdisciplinarité qui définit la bioinspiration. Les grands objectifs de cette thèse sont un développement méthodologique, avec une confrontation à des cas pratiques pour la renforcer, qui a mené au système d'enveloppe bioinspirée que vous voyez ici. Et ces travaux, ils ont mené à 3 principaux développements. Un ressourcement biologique sur des modèles du vivant dont les fonctions, les stratégies d'adaptation sont pertinentes au regard du bâtiment. Un appui méthodologique pour la conception, incluant ce ressourcement. Et enfin, un cas d'étude. Je vais d'abord vous présenter un état de l'art des outils méthodologiques qui existent pour la conception bioinspirée. De cette analyse, je propose une méthode de conception qui intègre un ressourcement biologique, une base méthodologique pour l'idéation de concepts sur de la collaboration participative, et enfin un cas d'application. Dans un premier temps, je vous présente une analyse des méthodes existantes pour la conception bioinspirée. Les applications bioinspirées pour le bâtiment sont de plus en plus nombreuses. On a aujourd'hui des cas iconiques, emblématiques. Je vous ai mis quelques exemples ici qu'on retrouve beaucoup dans les médias, que ce soit des inspirations liées aux toiles d'araignée, aux fruits du durian ou par exemple au cône de pin pour l'hygroskin. Ce sont des exemples qui nous font nous demander en quoi la bioinspiration elle a servi à la conception et surtout quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées pour y arriver. Sur ces méthodes, il faut distinguer 2 grandes approches, une par poussée biologique et l'autre par attrait technologique. Donc la première par poussée biologique, c'est par exemple le cas du velcro, qui est inspiré par la fleur de bardane, dont les crochets qui sont déformables s'accrochent à différents supports et peuvent revenir à leur forme initiale une fois qu'on les a arrachés. L'exemple très connu de l'approche par attrait technologique est celui du train Shinkansen, qui, en s'engouffrant à très grande vitesse dans les tunnels, pourrait provoquer des déflagrations sonores importantes. Et pour réduire cet effet piston, son design a été inspiré du bec du martin-pêcheur, qui lui est capable de fendre l'eau avec un minimum de remous lorsqu'il chasse, de façon à la faciliter et à optimiser sa trajectoire. Pour ces 2 approches confondues, il existe un nombre élevé de processus référencés dans les littératures, ce qui a mené à des travaux d'harmonisation, notamment avec la création d'une norme en 2015. Cette norme, elle fournit un cadre pour la terminologie concernant la biomimétique, et ce à des fins scientifiques, industrielles et éducatives. Des outils ont été développés pour appuyer ces processus,
Vanik et Hall, par exemple, en a différencié plus de 40. Et on peut citer des thésaurus, qui sont des répertoires structurés de termes liés à la biologie, par exemple, ou encore des ontologies qui vont permettre la modélisation de systèmes biologiques ou bien technologiques. Ce qu'on peut observer, c'est que ces outils, finalement, sont peu orientés, notamment en bâtiment, et donc peu utilisés. Malgré le nombre croissant de chercheurs et d'utilisateurs actifs dans le domaine de la biomimétique, le transfert des connaissances du domaine de la biologie à la technologie demeure un processus qui est complexe et qui place la barre très haut pour les personnes impliquées. Donc, vouloir apprendre des applications de bâtiments et d'enveloppes bio-inspirées, comprendre les méthodes et les outils véritablement utilisés dans la pratique, j'ai participé à des échanges directs avec les concepteurs. L'analyse a porté sur 30 applications, dont 15 réalisées par un centre de recherche collaboratif allemand intégrant des chercheurs de l'université de Stuttgart en architecture et en ingénierie et des chercheurs en sciences naturelles travaillant sur de la biologie, la physique, les géosciences et aussi de la biologie évolutionnaire. Sur les projets publics sélectionnés, on a remarqué une faible utilisation d'outils et un cadre méthodologique qui est vraiment propre à chacun. Sur les projets académiques allemands, dans leur cas, le processus général utilisé pour la conception bio-inspirée est assez différent. Donc, un point de départ sur une problématique donnée, par exemple la volonté de développer des matériaux anisotropes, avec des échanges entre concepteurs et biologistes de façon à identifier ensemble la meilleure analogie en biologie. Dans un second temps, une étape de compréhension du modèle biologique et de ses principes, toujours avec l'aide des biologistes. Puis ensuite, son abstraction vers un principe en passant généralement par des étapes de modélisation, d'exploration de formes, de structures. Et tout ça, ça se fait généralement sous la forme de projets étudiants avec des étapes de brainstorming, des échanges par groupe, de distribution des tâches, etc. Et ensuite, fabrication, prototypage. Donc, leur point fort, c'est vraiment l'utilisation de méthodes de fabrication complexes et une interaction forte entre biologistes et concepteurs. En revanche, on remarque l'absence d'évaluation de leur produit final qui reste quasi systématiquement à l'état de prototype et pavillon. De cet état de l'art, j'en ai ressorti 3 points clés à prendre en compte pour proposer une méthode. L'implication des biologistes et leur interaction avec les concepteurs. Ce dialogue constant qu'on a observé notamment au SFB juste avant, il leur permet entre autres d'innover tous les ans, de proposer des pavillons bio-inspirés dont les principes fonctionnels sont proches des principes biologiques initiaux. Le langage spécifique au bâtiment dans les outils proposés, de façon à faciliter la transférabilité d'un principe biologique vers le domaine du bâtiment. Transférabilité d'ailleurs qui est repérée comme frein majeur à la conception bio-inspirée. Et enfin, un manque d'évaluation des systèmes. Pour quantifier l'apport de la bio-inspiration dans la conception, cette évaluation est cruciale et son absence n'aide pas à promouvoir la pratique. Basée sur ces constats, la méthode de conception que je propose s'appuie sur la norme de 2015 et se divise en 3 grandes étapes. La production d'outils d'aide à la conception, qui s'appuie sur un périmètre du vivant, mais j'y reviens juste après. L'idéation de concepts bio-inspirés, qui elle s'appuie sur de la conception collaborative. Et enfin, le transfert vers une solution. Étape 1, production d'outils d'aide à la conception. Ces outils ils sont basés sur un référencement de modèles biologiques, pertinents pour l'enveloppe du bâtiment et sur leur description et structuration. Sauf que le vivant, il présente une très grande diversité. L'arbre que vous voyez ici vous présente les 3 grands domaines du vivant et en fait pour faciliter notre travail, il a fallu qu'on choisisse un périmètre d'étude. Donc ce que nous on a choisi, ce sont les eucaryotes. Les eucaryotes, ça comprend les plantes, les animaux et la fonge, c'est-à-dire les champignons. Et on les a sectionnés un peu de façon intuitive, de manière selon des considérations d'échelle. Et plus précisément, on a étudié les enveloppes biologiques. Ce sont des travaux qui étaient déjà abordés par Estelle Cruz lors de sa thèse qu'elle a menée au MECADEF d'ailleurs et au CIBIOS, et également les constructions animales. Donc cette étude elle a abouti à une base de données structurée servant à la deuxième étape, l'idéation de concept. À travers des ateliers et donc par de la conception participative, des concepteurs s'appuient sur la base de données pour proposer des concepts d'enveloppe selon les 2 approches déjà citées. Et dernière étape, faire évoluer le concept vers une solution tangible
à travers des étapes de modélisation, de fabrication, d'évaluation, ce processus étant itératif menant à diverses versions intermédiaires du concept. Donc si je reprends la méthode développée, tout commence avec une identification de fonctions et stratégies du vivant, et donc la nécessité d'un ressourcement biologique. Donc, le référencement que j'ai réalisé, il s'est fait sur la base d'une recherche bibliographique conséquente, et voici un peu la distribution retenue des animaux bâtisseurs et de leur construction. Ce qu'on peut noter, c'est que certaines classes sont majoritaires, et ça c'est notamment lié à un biais taxonomique dans la littérature sur certaines espèces. Donc pour information, un biais taxonomique, ça va être la mise en évidence de certains taxons. Ils seront plus étudiés que d'autres alors que ce n'est pas lié à leur abondance ou bien leur importance écologique. Une autre origine de ce biais, c'est que certains embranchements ou classes ne vont pas construire d'abris. On attribue généralement 3 principales fonctions aux constructions animales, protection, communication et piège. Et les arthropodes, par exemple, n'en font pas partie, à part certains arachnides et insectes. Les reptiles non plus. Et un autre exemple, les mammifères, eux sont endothermes, donc ils sont capables de produire de la chaleur grâce à leur activité métabolique, ce qui fait qu'ils vont gérer eux-mêmes, via ce métabolisme et leur comportement, leur transfert de chaleur. Donc pour toutes les espèces qui sont référencées ici, j'ai regardé divers critères qui permettent une description complète et disons analogue à celle qu'on pourrait faire d'un bâtiment. Par exemple les modes constructifs, la distribution spatiale ou encore les phénomènes physiques. Finalement, chaque modèle a pu être décrit de la façon suivante. Il est impacté par des stimuli de son environnement, sur un système ou un sous-système, et on aura des réponses qui vont se faire selon des processus physiques que l'on a décrits de cette façon-là. Juste pour revenir sur les stimuli, ça peut être des éléments abiotiques, donc des éléments non vivants qui sont des facteurs en fait physico-chimiques, tels que la température, le vent ou même le pH du sol. Et ça peut être des éléments biotiques tels que les éléments vivants qui vont eux-mêmes affecter les organismes vivants. Les systèmes et les sous-systèmes, eh bien, un exemple de système, ça va être le nid de frelon, sous-système, le frelon. Et les réponses, elles seront faites dans le but de stabiliser ce système et de retourner à un état qu'on appelle l'état de préférendum. Donc les phénomènes physiques, décrits de cette façon, ils vont impliquer un langage qui est lié au bâtiment et qui du coup va aider à la transférabilité des modèles. Au-delà du contenu de la description que je propose, sa forme est particulièrement importante. J'ai donc exploré 3 formats. Des arborescences, qui sont finalement restées comme un outil de travail, et également des fiches explicatives et des tableurs. Ces fiches explicatives, elles ont été créées pour 7 enveloppes biologiques et 3 constructions animales. Ce sont des fiches de ressourcement qui sont assez visuelles, qui ont été créées modèle biologique par modèle biologique et qui se prêtent particulièrement bien à la poussée biologique. Elles ont des filtres de lecture qui permettent de les sélectionner selon des processus physiques intéressants. Elles contiennent des informations contextuelles qui permettent un peu de mieux situer le modèle biologique et comprendre son fonctionnement. Et aussi l'analyse des phénomènes physiques selon différents processus et caractéristiques. Le tableur, lui, il va plutôt faciliter l'approche par attrait technologique, dans ce sens où on vient directement formuler la fonction ou la stratégie recherchée de façon à trouver un modèle biologique qui va être pertinent au regard de notre problème. Donc l'exploration, elle va être facilitée par de multiples points d'entrée avec divers champs relatifs aux facteurs biotiques et abiotiques qui sont les stimuli de notre processus physique, avec les systèmes et les sous-systèmes, avec une certaine description de l'animal regardé, de la construction animale regardée, et également des images, des références pour aider à comprendre le fonctionnement et les stratégies développées. Et évidemment, les phénomènes physiques impliqués pour faciliter le transfert vers le domaine du bâtiment.
Donc on y retrouve les différents facteurs de régulation. Tout à l'heure, je vous parlais des facteurs de régulation au niveau acoustique, structurel, au niveau chaleur, mais finalement, en faisant ma recherche, j'ai trouvé d'autres choses comme la partie, disons, prédation, la partie protection contre les espèces, les prédateurs, ou même la partie hygiène, tout simplement. On a également différentes fonctions. Alors la fonction, ça va être par exemple gagner de l'eau, rediriger l'eau, et des processus physiques, des caractéristiques associées, par exemple la gravité, la capillarité, etc. Cette partie des travaux, elle a donc mené à la création d'une base de données, ou à minima d'un début de base de données, qui est structurée d'une façon qu'on a voulu adapter au concepteur selon les deux approches. Ce support, il a été pensé selon la capacité d'idéation des concepteurs dans le but de les servir, et il a donc naturellement été exploité lors d'ateliers d'idéation que je vais vous décrire maintenant. Donc nous avons organisé 2 ateliers de conception, et ils ont été organisés avec 1 an d'intervalle. Donc un premier atelier organisé en mars 2020, selon plutôt l'approche poussée biologique, en utilisant les fiches explicatives que je vous ai montrées, et un second atelier 1 an plus tard, en mars 2021, selon l'approche par attrait technologique. Donc pour rappel, ces ateliers, ils ont consisté à donner cette base de données à des concepteurs, leur donner des directives pour les pousser à proposer des concepts d'enveloppe du bâtiment inspirés des modèles biologiques qu'on a décrits dans ces bases de données. L'atelier qui s'est déroulé en 2020 a été organisé en plusieurs étapes. Une première étape de formation au biomimétisme avec les participants, et une seconde étape où on leur a fourni des fiches de référencement et surtout pas de cahier des charges. L'idée étant qu'à partir de ces fiches et des modèles biologiques qui leur étaient fournis, ils soient en mesure de proposer des concepts d'enveloppe du bâtiment bio-inspirés. Ici, je dis donc qu'on a utilisé une approche par poussée biologique, mais cette appellation est légèrement erronée, puisque pour qu'elle soit complètement par poussée biologique, il aurait fallu qu'on ne force pas les concepts à être du domaine d'enveloppe du bâtiment et qu'on laisse complètement libre cours à l'imagination des concepteurs. Cette approche a cependant quand même permis d'émettre beaucoup de concepts originaux. A contrario, le second atelier, qui a été organisé 1 an plus tard, s'est lui déroulé selon une approche par attrait technologique, au sens où les participants ont reçu en début d'atelier une demande très précise. Ils devaient travailler sur un cas d'étude que nous avions préalablement défini et qui portait sur la gestion de l'eau à travers l'enveloppe. On a donc proposé aux concepteurs en support les fiches explicatives qui avaient déjà été utilisées lors du premier atelier, mais surtout le tableur, qui lui porte sur les constructions animales et qui depuis le précédent atelier avait été complété de façon à ce qu'ils puissent y chercher des réponses, des modèles biologiques d'intérêt pour répondre au cahier des charges fourni. Donc, par exemple, ils pouvaient y trouver comment le frelon est capable de refroidir son nid à l'aide de gouttelettes d'eau qu'il fait évaporer. On peut trouver des stratégies sur certaines constructions animales qui sont capables de gérer les inondations, par exemple certains revêtements de galeries qui permettent de rediriger l'eau vers un espace de stockage, etc. Donc autant de stratégies que les concepteurs pouvaient dénicher à l'intérieur de ce tableur. En outre, ils ont eu une assistance méthodologique, des arborescences que j'avais pré-créées, qui contenaient des mots, des stratégies clés pertinentes au regard de leur cas d'étude et qui les aidaient aussi à formuler leurs recherches dans le tableur. Les 2 ateliers menés nous ont permis de faire un retour critique sur la base de données créée, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, du cahier des charges et de la génération de concepts. Le premier atelier, par exemple, nous a montré que la base de données sous la forme de fiches explicatives était longue à s'approprier parce qu'elle demande aux utilisateurs de tout lire avant de faire un choix. En revanche, les outils visuels qui sont proposés facilitent ces choix-là. Et la liberté qu'on a laissée aux utilisateurs, donc l'absence de cahier des charges, a aussi facilité leur créativité et a permis la génération de beaucoup de concepts. Le second atelier, pour le coup, a vraiment nécessité une assistance, soit une aide de ma part, soit le guide méthodologique, c'est-à-dire les arborescences. En revanche, la richesse de l'information a vraiment été appréciée par les utilisateurs.
Le concept émis était unique dans ce cas-là, mais notons quand même que le temps d'appropriation des outils et de réflexion de la part des collaborateurs, des participants était beaucoup plus court. On était plutôt à un après-midi de prise en main de ces outils et du tableur contre une semaine lors du premier atelier. Jusqu'à cette étape, dans la méthode de conception, on a travaillé sur un support méthodologique. Maintenant, quand on veut illustrer le transfert des concepts émis, c'est-à-dire passer d'une idée à un concept, une solution ou une technologie, on a besoin d'un cas d'étude. Ce cas d'étude, je vais vous le présenter maintenant. Je vais donc vous décrire le concept qui a été émis lors d'un atelier et qui a été sélectionné, puis son évolution et les développements jusqu'à la fabrication et l'évaluation d'un système d'enveloppe. Parmi les modèles biologiques qui avaient été donnés aux participants à travers les fiches de référencement, deux notamment ont retenu leur attention, le papillon morpho que vous voyez là et le caméléon. Donc le papillon morpho, il est notamment connu pour son bleu très vif qui n'est pas dû à des pigments mais qui est une couleur structurelle. Ces écailles à différentes échelles ont une structure bien particulière qui nous renvoie à ce bleu. Pour se thermoréguler et donc avoir une température corporelle acceptable, le papillon morpho fait preuve de différentes stratégies. Il va notamment trouver de l'ombre lorsque c'est nécessaire, il va orienter ses ailes de façon à échanger en grande longueur d'onde vers son environnement, il va battre de ses ailes pour créer de la convection forcée sur son thorax, ou encore il va utiliser les propriétés radiatives de ce bleu. En effet, lorsqu'il s'échauffe, le papillon morpho va voir l'émissivité de ses ailes augmenter et donc lui permettre de baisser en température. Et la combinaison de toutes ces stratégies comportementales et fonctionnelles lui permettent de survivre à une température qui lui est viable. Le caméléon, lui aussi, il présente des caractéristiques thermiques qui sont intéressantes d'un point de vue de régulation corporelle. Dans l'un de ses dermes, un réseau cristallin est capable de se dilater et de se contracter sur demande. C'est ce qui lui permet notamment de changer de couleur et de passer du vert au rouge-orange, et ça lui permettrait également de se thermoréguler. Donc à partir de toutes ces propriétés-là, un concept a été proposé, le voici. Donc il s'agit d'un maillage disposé devant le bâtiment comme une peau, et dont la forme dynamique va s'adapter aux potentiels besoins de l'utilisateur. Donc l'idée, c'est d'appliquer une tension sur ce maillage par un ou plusieurs points d'accroche et ainsi de lui permettre de respirer en s'ouvrant et se refermant à l'air, à la lumière ou encore à la chaleur. L'idée, c'est également qu'il soit composé d'un matériau qui réagirait comme la chitine. La chitine, c'est-à-dire c'est la substance organique qui constitue les ailes du papillon morpho, avec un maillage qui émettrait fortement au-delà d'une certaine température, de façon à protéger les usagers du bâtiment de fortes chaleurs. Il est aussi à la fois souple, résistant, il aurait des propriétés hydrophobes qui suggéreraient la possibilité de contrôler le ruissellement d'eau de pluie, tout cela étant fortement inspiré des ailes du papillon morpho. Comment maintenant faire évoluer ce concept qui a été émis lors d'un atelier d'idéation vers un système tangible et très appliqué? À l'issue de l'atelier, nous avons échangé durant une phase de restitution avec un collectif différent, plutôt orienté ingénierie et technologie, et aussi aux compétences scientifiques diverses. Nous avons regardé les différentes transpositions possibles de ce concept vers une solution, qu'elle soit technologique ou non, à travers ce qu'on a appelé un rapport d'échelle. L'idée étant ici de comparer les échelles de fonctionnement du modèle biologique et les échelles de fonctionnement de la transposition potentielle, c'est-à-dire un peu la façon de les réaliser. Donc, si l'on prend les propriétés adaptatives des ailes du papillon morpho, par exemple, on aurait plusieurs transpositions possibles. On pourrait utiliser un matériau aux propriétés adaptatives. On pourrait avoir des parties interchangeables dans le système avec des propriétés adaptatives également qui seraient différentes d'une partie à l'autre. Ou plus simplement encore, on pourrait utiliser directement un matériau de type chitine, comme on le trouve au niveau du papillon morpho, ce qui serait la solution la moins abstraite. Donc ce rapport d'échelle, qu'on ait d'un côté une échelle nano, de l'autre macro ou vice-versa, ne va pas indiquer si la transposition va être facile ou non. Elle va surtout nous aider à regarder le degré d'abstraction de la transposition qu'on regarde
et nous permettre de mettre en avant ces différences d'échelle de fonctionnement. Donc ça va nous aider à considérer des alternatives aux choix les plus ambitieux d'un point de vue technique et à sélectionner ceux qu'on souhaite explorer. Dans notre cas, ça nous a permis de faire un compromis entre plusieurs solutions, des solutions ambitieuses d'un point de vue technique, parce qu'on souhaitait vraiment avoir cette adaptabilité du revêtement de notre peau, et des solutions plus low-tech, entre guillemets, c'est-à-dire avec des systèmes dynamiques à la mécanique simple. Les différentes transpositions qu'on a retenues après ce travail de restitution et de réflexion sont les suivantes. On a gardé le principe de membrane déformable pour laisser passer la lumière, l'air ou la chaleur, et on a choisi de le transposer avec une dynamique simple, une mécanique simple, pardon, à travers un réseau déformable. Donc des motifs solides qui seraient sur un maillage élastique. Le principe d'adaptabilité des propriétés radiatives a été conservé également, parce que c'est l'un des principes que nous trouvions le plus intéressant, et nous l'avons transposé à l'aide d'un revêtement thermochromique. Donc thermochromique, ça signifie simplement que ça va changer de couleur avec la température. Et dernier principe, l'orientation dynamique des éléments et la convection qu'on retrouvait avec la fermeture, l'ouverture des ailes, le battement des ailes pour la convection forcée, ça a été transposé à l'aide d'éléments rotatifs, tout simplement des clapets qu'on peut venir orienter sur notre maillage. Donc sur cette slide, vous voyez vraiment le passage d'un concept qui a été émis lors des ateliers à un principe formalisé. Donc on a une paroi déformable qui va laisser plus ou moins passer l'air, la lumière, la chaleur, des clapets qui vont être déployables, liés ou pas à cette déformation. Ça va créer de l'auto-ombrage, ça va changer les apports convectifs et bien sûr l'un des éléments les plus principaux, le revêtement adaptatif avec des propriétés émissives ou d'absorption qui vont changer avec la température. À ce stade de la conception, la fonction principale de ce principe n'est pas encore tout à fait définie, c'est-à-dire que ce n'est pas encore décidé si l'on veut déposer cette peau devant la paroi, devant un vitrage, ou si on veut faire en sorte qu'elle soit l'enveloppe même, c'est-à-dire que ça remplace le principe de paroi ou de vitrage. Une fois ce principe formalisé, les étapes de fabrication ont suivi. Il y a eu des étapes de modélisation géométrique, tout simplement pour faire de la visualisation dans un premier temps, et ensuite pour faire varier le maillage, la taille des clapets, leur forme. Donc il y a eu des considérations esthétiques de fabrication et bien sûr fonctionnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on cherche la déformabilité, est-ce qu'on veut avoir des clapets qui se déploient nécessairement en même temps que l'on déforme la paroi, quel matériau utiliser, quel test mécanique pour la solidité ou la légèreté aussi de ce prototype, etc. Donc, afin d'évaluer séparément la contribution du déploiement et de la déformation, les essais de prototypes que l'on a menés en amont nous ont permis de retenir un système un peu final, un système déployable mais non déformable, constitué de clapets pleins orientables manuellement à travers le système cranté que vous voyez ici et que l'on a nommé Stegos. Donc pour l'anecdote, on l'a appelé ainsi en référence au stégosaure, donc un dinosaure qui avait des plaques osseuses vascularisées d'une forme pentagonale et disposées en 2 rangées le long de son dos. Et celle-ci aurait eu une fonction thermorégulatrice par vasodilatation et aussi par convection forcée avec le vent. Et bon, même si ça a été contredit ensuite, la communauté scientifique a longtemps pensé que ces plaques, elles étaient mobiles. Et le prototype non déformable nous a naturellement fait penser au stégosaure par ses clapets orientables dont les phénomènes convectifs attendus semblent assez similaires. Un élément crucial du stégos, de ce prototype, est sa peinture thermochromique. Cette peinture, nous l'avons coformulée avec Olichrome. Olichrome, c'est une entreprise située à Pessac qui propose des peintures intelligentes. Donc, nous avons choisi un couple bleu et blanc. Alors certes, en rappel au papillon morpho, mais c'est aussi parce que le coefficient d'absorption dans la gamme du visible a présenté un bel écart entre le moment où la peinture est bleue à une température inférieure à 40 degrés et le moment où la peinture devient blanche pour une température supérieure à 40 degrés. Sur la partie droite, vous voyez l'évolution de la peinture quand elle est soumise au rayonnement solaire.
C'est un timelapse qui dure plusieurs dizaines de minutes et on voit bien les changements de couleur. J'ajoute ici que le seuil de changement de température, de changement de couleur a été arbitrairement fixé autour des 40-45 degrés en estimation des possibles montées en température d'une paroi externe quand elle est exposée au rayonnement solaire. Le caractère dynamique de la paroi, d'une part à travers la thermochromie du revêtement et d'autre part via la position et l'ouverture des clapets, met en jeu des phénomènes physiques qui sont relativement complexes et nous avons souhaité être en mesure de la caractériser. Nous avons souhaité être en mesure de la caractériser à une échelle 1-1 et dans des conditions réelles. Dans cette optique, nous avons souhaité observer son potentiel impact sur un volume. Donc pour cela, nous avons créé un banc d'essai sous la forme d'une boîte test mobile ayant 5 façades isolées et une 6e sur laquelle nous pouvons venir tester notre paroi. Donc on a réalisé 2 types de tests, un devant paroi opaque pour observer le comportement thermique et un devant vitrage. Ce deuxième test devant vitrage nous a permis d'observer les différentes ombres projetées selon l'ouverture ou la fermeture des clapets sur la façade et aussi projetées sur le sol de notre boîte. En parallèle, on a conçu des modèles géométriques permettant de comparer la mesure et le modèle et d'être en capacité de prédire pour n'importe quel jour de l'année, selon n'importe quelle configuration, la projection solaire sur la paroi ou à l'intérieur de la boîte. Pour ce qui concerne les mesures devant paroi opaque, il y a malheureusement eu dégradation de la peinture thermochromique, ce qui fait que nous avons décidé de réaliser les mesures pour des clapets noirs puis blancs, de façon toujours à avoir 2 extrêmes en termes de coefficient d'absorption selon les différentes ouvertures possibles. On a donc eu des tests clapets noirs, clapets blancs, des clapets fermés, semi-ouverts ou complètement ouverts, et ce pour une série de mesures en conditions climatiques réelles durant plusieurs semaines, orientées plein sud. Pour ces mesures, le banc d'essai a bien sûr été instrumenté. Pour les conditions météorologiques, nous avons mesuré la température ambiante, la vitesse du vent et le rayonnement solaire incident. Et nous avons également mesuré la densité de flux thermique et la température à différentes couches de notre paroi testée. Donc au niveau de notre isolant, intérieur façade, extérieur façade et juste derrière le prototype. Ces mesures réalisées pour des séquences de plusieurs jours à plusieurs semaines nous permettent de confronter les différentes configurations du stégos. En revanche, le faire est plutôt hasardeux car ces expérimentations qui sont réalisées dans des conditions climatiques réelles sont finalement difficilement comparables. On va avoir des variations et des grandeurs de température ou de flux thermique intrants ou extrants qui sont conditionnés par de multiples facteurs. Le flux incident, le vent, la température ambiante, la hauteur du soleil, etc. Il serait donc maladroit d'émettre des conclusions quant aux différences qu'on observe entre ces mesures. En revanche, on peut combiner ces mesures-là à des modèles de type boîte grise qui nous permettraient de caractériser et de comparer ces systèmes sur des paramètres à déterminer. L'avantage également de ces mesures, c'est qu'elles ont mis en évidence des phénomènes physiques que l'on pourrait inclure à la modélisation, comme par exemple des échanges radiatifs avec la voûte céleste, et également l'influence de la vitesse du vent sur les échanges convectifs extérieurs. Nous avons donc choisi d'utiliser un modèle de type RC, c'est-à-dire une analogie électrique comportant des résistances et des capacités pour modéliser les flux thermiques et le stockage des stockages de chaleur. Et avec nos connaissances préalables du système et nos observations par la mesure, nous savons déjà que nous avons différents transferts physiques, de la conduction à travers les différentes couches de la paroi, de la convection, ici on va avoir des transports convectifs naturels associés au renouvellement d'air à travers la paroi par infiltration, on va également avoir des échanges convectifs forcés par le vent entre l'air externe et le stégos, et aussi des échanges convectifs entre les clapets et la fine couche d'aluminium, avec l'air environnement également. Et enfin du rayonnement en courte longueur d'onde avec le rayonnement solaire et en grande longueur d'onde avec la voûte céleste et l'environnement proche du stégos, c'est-à-dire le bâtiment qui est situé en face, le sol, la végétation, etc. Le modèle proposé est le suivant. Les flèches rouges indiquent les apports solaires, les résistances variables à gauche représentent les échanges radiatifs et conducto-convectifs avec l'extérieur. Les apports solaires sont séparés en 2 termes.
un apport par les clapets, dépendant d'un facteur solaire Fs à déterminer, et un apport par rayonnement projeté sur la surface, dépendant de son absorption et d'un taux de transmission qui lui est calculé selon l'ouverture des clapets. Il est possible d'utiliser la forme linéarisée suivante pour les échanges radiatifs, avec des coefficients compris entre 0 et 1, englobant l'émissivité de l'aluminium et aussi des facteurs de vue équivalents vers respectivement l'environnement et le ciel depuis l'aluminium, quelle que soit l'ouverture des clapets. Et enfin, un flux conducto-convectif avec l'air extérieur sous une forme affine qui prend en compte le vent. On obtient donc ici un modèle ayant 6 paramètres à déterminer pour la caractérisation du système. La méthode alors utilisée est la suivante. Analyse de sensibilité dans un premier temps, qui consiste à quantifier l'influence de nos paramètres et leurs variations sur le modèle, dans un premier temps sur tous les paramètres, puis ensuite sur ceux identifiés comme étant significatifs, suivi par l'identification des paramètres, et enfin la comparaison entre nos configurations. Notons que le rapport de lumière projetée, tau-stégos qui intervient dans cette équation, est lui calculé à l'aide d'un modèle géométrique paramétrique qui avait été validé à l'aide de la mesure devant paroi vitrée. Comme indicateur de performance, nous avons choisi le CVR-MSE, donc le coefficient de variation de l'erreur quadratique moyenne entre mesure et simulation. Et les résultats ont montré dans un premier temps, grâce aux indices de Morris, l'influence majoritaire de nos paramètres face à d'autres paramètres tels que la conductivité thermique ou la masse volumique des différents éléments de notre paroi. Et ensuite, grâce aux indices de Sobol, ils nous ont montré un poids prépondérant notamment du facteur FV qui est lié au vent pour une ouverture de clapet à 90 degrés, ce qui peut suggérer qu'on aurait un échauffement par projection solaire sur les clapets qui est beaucoup plus sensible à la vitesse du vent. Et pour les 3 ouvertures confondues, le facteur le plus significatif sur l'erreur du modèle est le facteur solaire, Fs, qui impacte le flux solaire incident I, qui lui est un terme prépondérant du bilan. Les valeurs trouvées par optimisation, en utilisant des algorithmes à évolution différentielle, sont aussi cohérentes avec les 2 configurations d'ouverture de clapet du système testé. Donc, par exemple, le facteur qui est lié à l'environnement, F-env, a bien une valeur proche de 0 quand les clapets sont fermés, ce qui indique bien l'absence d'échange radiatif entre la plaque d'aluminium et l'environnement extérieur. En revanche, quand les clapets sont ouverts, la valeur de 0,55 est, elle, consistante avec un facteur de vue. En revanche, on a observé une erreur systématique sur la prédiction de notre modèle qui a persisté et qui pourrait suggérer un ou plusieurs phénomènes physiques non pris en compte dans le modèle ou bien pris de façon incorrecte ou qui pourraient être liés à la mesure. L'utilisation d'inférences bayésiennes, c'est-à-dire représenter les paramètres sous forme de fonction de densité de probabilité, nous permettrait probablement d'améliorer notre connaissance a priori des paramètres et donc d'en obtenir une densité de probabilité a posteriori, avec en outre une prise en compte de l'erreur du modèle. Cette piste, on l'a explorée récemment, mais elle n'a pas été concluante. Pour faire une grande synthèse de ce cas d'application, nous avons formalisé un concept émis lors d'un atelier et nous l'avons poussé vers un système fabriqué et évalué à travers différentes étapes, notamment de modélisation et de fabrication. Ce système, ça nous a mené à un modèle qui nous permet de caractériser le système adaptatif et dynamique, un système en somme complexe. Je vais maintenant aborder les conclusions et perspectives de ces travaux, en commençant par la synthèse des contributions. Nous avons proposé un cadre de conception structurant, intégrant des outils accompagnant l'idéation de concepts, notamment en passant par la création de notre propre base de données et d'outils d'aide à la conception, donc sur les constructions animales et sur les enveloppes du vivant, appuyés par des biologistes pour vraiment permettre cette transdisciplinarité et en faveur des concepteurs. C'est passé par 2 ateliers d'idéation que nous avons organisés. Nous avons obtenu de nombreux retours d'expérience sur les formats testés et aussi généré divers concepts bio-inspirés. Cette démarche, nous l'avons vraiment menée jusqu'au bout, l'idée étant d'explorer tout le processus de conception d'une enveloppe bio-inspirée. Donc nous sommes vraiment passés du principe
formalisée à une enveloppe tangible. Donc nous l'avons menée jusqu'au prototype et ça a permis la caractérisation de cette façade, de cet élément d'enveloppe complexe à travers un protocole expérimental associé à une méthode de calibration. Donc cette démarche, elle devrait faciliter à long terme l'industrialisation de façades complexes, qu'elles soient bio-inspirées ou non. La base de données des modèles biologiques présente diverses perspectives. Aujourd'hui, elle contient une centaine de stratégies décrites pour 50 constructions animales. On a vu qu'on pourrait travailler son interface, la rendre plus facilement accessible et navigable, plus ergonomique. On a fait varier les formats, mais on pourrait aussi en chercher d'autres. Et également, ce qui serait intéressant, ce serait de la rendre open source et permettre de pouvoir l'alimenter et faire en sorte qu'elle ne soit pas perdue. Ce qu'on souhaite également, ce serait réitérer des ateliers pour l'idéation de nouveaux concepts qui seraient cette fois plus orientés sur les constructions animales, sachant que les concepts qui ont été émis sont principalement issus du premier atelier, c'est-à-dire sur les enveloppes et non pas les constructions. Sur le plan de la caractérisation, nous avons trois grands axes de perspective. L'amélioration du banc d'essai, toujours dans cette volonté de continuer à caractériser des enveloppes adaptatives complexes. La modélisation, que ce soit au niveau de la comparaison de nos configurations ou de la prise en compte du caractère dynamique de notre enveloppe pour pouvoir faciliter son intégration dans de la simulation du bâtiment, ou encore de la prédiction devant d'autres parois. La méthode que nous avons développée, nous souhaiterions continuer à la faire évoluer et à travailler sur ce cadre méthodologique pour proposer un ensemble de retours d'expérience. Nous aimerions continuer à travailler sur des projets de conception en AMOE ou AMO sur la thématique de la bio-inspiration et cette méthode devrait vraiment servir de support également en collaboration avec des industriels et permettre de faire émerger de concepts innovants. Ces travaux de thèse ont fait l'objet de plusieurs publications, un chapitre d'ouvrage dans Bionics and Sustainable Design, plusieurs journaux internationaux et 2 conférences, une internationale et une nationale. Et j'en arrive à vous remercier. Merci à toutes et tous pour votre attention.